Alors là, on passe devant les moins insolites, hein. Donc les plus connus, donc Mano Solo. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les tickets de métro qui ont été déposés. Il faut savoir que le ticket de métro, souvent, c'est une façon de marquer son passage, mais quelquefois, il y a des raisons très précises. Sur la tombe de Gainsbourg à Montparnasse, par exemple, il y a des tickets de métro à cause du poinçonneur des Lilas. Sur la tombe de François Truffaut à Montmartre, il y a des tickets de métro à cause du dernier métro, son film. Et enfin, moins connu, au Père-Lachaise, sur la tombe de Montparnasse Bienvenue, l'ingénieur qui est un des créateurs du métro parisien, on trouve aussi des tickets de métro. Donc à côté, Claude Chabrol. Là, c'est très simple, hein. C'est en attente de monument. Oui, non. Ah bah non, là c'est le monument définitif, à Ah, moins d'accord. qu'il y ait une sculpture particulière ou une gravure particulière, mais là le nom reste effectivement aggravé, il y a simplement une plaque pour l'instant. Oui, donc Vivant Denon, c'est un des initiateurs des collections du musée du Louvre. Il avait accompagné Bonaparte en Égypte et il a rapporté un certain nombre de choses qu'ils ont piquées là-bas. Ouais. Et donc il y a eu une rétrospective Vivant Denon il y a quelques années au musée du Louvre, on a évoqué toute sa carrière. Et tous ces pillages alors. Si on peut dire, entre guillemets. Oui. Chopin. Donc une des tombes les plus visitées du Père-Lachaise, mais qui doit également subir le vandalisme de quelques-uns. Je m'explique. La sculpture de Clé-Singer, qui est représentée à la gare d'Orsay, c'est un éminent sculpteur du 19e siècle, auteur notamment de la Dame piquée par un serpent, une sculpture extrêmement érotique. Et là, on voit que le doigt de la muse a été brisé. Il y a quelques années, on m'a demandé si j'avais pas une photo, un gros plan de cette main. Et moi, souvent, devant un monument comme celui-là, je prends plusieurs plans, des plans rapprochés, des plans à distance, etc. Et j'avais effectivement un gros plan de ce doigt qui a servi de modèle à la reconstitution, à la restauration par un sculpteur contemporain. Et puis malheureusement, quelques mois après, le doigt a à nouveau été cassé et a disparu. Je crois que plus que du pur vandalisme, je pencherais pour une espèce de forme de fétichisme, c'est-à-dire que quelqu'un vraisemblablement a dû emporter le doigt pour le conserver, peut-être religieusement. Moi j'imagine très bien ce doigt dans un écrin, dans un coffret, dans du velours, par une espèce de fétichiste de Chopin. C'est étonnant parce que on voit de l'anglais, du japonais, de l'italien. Vraiment, le monde entier vient visiter la tombe de Chopin. Une jolie épitaphe Oui, quand même. très jolie épitaphe. Je n'aurais pas duré plus que l'écume, aux lèvres de la vague sur le sable, ne sous aucune étoile, un soir sans lune, mon nom ne fut qu'un sanglot périssable. Si Jean Santerre. Alors Pierre Desproges. C'était un 18 avril 1988, il y a exactement 23 ans. Étonnant, non?
Alors de l'humoriste au musicien, Michel Petrucciani, le pianiste et compositeur. Très simple hein, comme monument. Mais d'une belle taille quand même. C'est tellement bien ordonné tout ça qu'on a l'impression que sont des ruines reconstituées, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ouais. Parce que dans les cimetières, quelquefois, effectivement, on crée de fausses ruines. Ah bon? Et pour quelle raison? Avec des colonnes effondrées, précisément, pour symboliser la mort. Ah ouais. Et le chaos. Non. Et 11, 6. Petrucciani, c'est ça? Oui. Non, mais je comprends pas en fait comment on peut être dedans. La tombe de Miguel Ángel Asturias, sur laquelle on peut lire en quelque sorte la copie d'une pierre maya. C'est gravé, hein, c'est pas un moulage. Hein. Oui. On se demande d'ailleurs ce qu'il fait, on a l'impression qu'il parle dans un micro, ce personnage. Donc la tombe de Raspail. Raspail était à la fois un savant et un homme politique. Et on a voulu dans cette tombe évoquer à la fois sa mort, le tombeau avec sa veuve qui vient le visiter, et en même temps les multiples séjours qu'il a fait en prison. C'est-à-dire qu'il y a eu la prison d'abord et le tombeau ensuite qui est devenu sa dernière prison. Une sculpture contemporaine, et malheureusement nous sommes bien loin des merveilles de la sculpture de la fin du 19e siècle. Ici c'est plutôt, on va dire, médiocre. On voit bien que la sculpture funéraire aujourd'hui est en piteux état la plupart du temps. Le quartier de Jim Morrison, puisqu'il y a un fléchage qui permet de retrouver sa tombe. Avant, il y avait un bus. Ouais. Elle a été enlevée. Et pourquoi? Alors, je ne me souviens pas. A-t-il été volé ou a-t-il été enlevé par la famille? Ça, je ne m'en souviens pas. Mais c'était il y a je sais pas, 15 ou 20 ans.
C'est original. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dites-nous tout. Alors, Georges Rodenbach, c'est un fameux écrivain belge qui est l'auteur d'un roman qui s'intitule Bruges-la-Morte. Et Bruges-la-Morte, c'est date à peu près de l'époque des symbolistes et des décadents. Et c'est une histoire d'amour et de fétichisme en même temps autour de la chevelure de la bien-aimée, disparue. Et c'est une tombe qui rejoint d'une certaine façon la tombe de Jules Verne au cimetière de la Madeleine à Amiens, parce que tous les deux sortent en quelque sorte de leur tombe. Jules Verne, lui, en sort comme une espèce de fusée pour aller rejoindre la Lune. Et ici, Rodenbach, en quelque sorte, ressuscite, c'est-à-dire qu'il restera vivant dans la mémoire des hommes à travers son œuvre. L'expression de la douleur éternelle. Parce que j'ai pas envie de changer. Donc Edmond About, un écrivain un petit peu oublié aujourd'hui, qui a été un des, on peut dire peut-être un des premiers à écrire quelque chose qui s'apparente à la science-fiction, avec notamment un roman qui s'intitulait L'homme à l'oreille cassée. Alors ça s'appelle une alliance. Donc ce que les marbriers appellent une alliance, à savoir la main de la dame, on le voit au poignet, dans la main de l'homme avec la formule toujours unis, c'est-à-dire l'amour plus fort que la mort. Avec l'escalier qui symbolise le travail forcé qu'on faisait faire à ces gens qui transportaient des cailloux sur des distances incroyables. Beaucoup mouraient d'épuisement. Oui, la symbolique de la grille du camp de concentration, avec des mains de ceux qui sont morts, et puis au contraire les mains qui sortent de ceux qui vont s'en sortir parce que la vie renaît de toute façon. Dans ce quartier, si je puis dire, nous allons trouver beaucoup de noms de défunts qui correspondent à des stations de métro. En réalité, il s'agit de résistants, de FFI, qui ont commis des attentats à Paris, le colonel Fabien étant l'un des premiers. Ici, on a rapproché, dans une même tombe,
celui qui croyait en Dieu et celui qui n'y croyait pas. Autrement dit, d'un côté, nous avons une croix, représentant donc sa croyance, et d'autre part, une Marianne représentant l'amour qu'il avait pour sa patrie. Donc, Georges Marchais. À Nanty. Marqué, c'est à l'image des vacances somptueuses qu'il passait avec Ceausescu sur son yacht. Oui, oui, bon. de la résistance. Jacques Duclos. Donc d'éminents communards, et ici Jean-Baptiste Clément, l'auteur du Temps des cerises. C'est une tombe qui est toujours très visitée, et en particulier au moment du 1er mai ou de la Toussaint. Non seulement on voit les anarchistes, les libertaires sur sa tombe, mais également des membres de la franc-maçonnerie. Tu embaumes le mort et tu le mets dans une situation, s'il est acteur, tu le fais dans son film le plus connu. Enfin, c'est extravagant, extravagant. J'ai enterré pas mal d'amis. Non, ça fait plus. En 2001, le lycée d'Espace. Bon bah ça on retrouve un peu on va dire la thématique presque du transi, du squelette. Donc ça symbolise à la fois la mort et l'état de sous-alimentation dans lesquels on a trouvé les rescapés de ces camps de concentration. Là encore un monument qui commémore les martyrs d'Auschwitz, avec une symbolique très forte, une espèce de cérémonie funéraire au cours de laquelle un des prisonniers doit transporter le corps d'un de ses camarades dans une brouette.
Là, du coup, c'est tout banal, c'est tout comme les Oui, autres. Alphonse-cation, madame. Je savais pas qu'elle s'était mariée. Ils se sont mariés. Ah, ils se sont vraiment, mariés, une juste avant qu'elle- extrémiste, oui. Oui, avant peu de temps. Qu'elle décède, oui. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Plus bas. 70. Avec Jeanne et Duterne. Alors la dame qui est à l'entrée de ce tombeau, en fait, elle en interdit l'entrée aux vivants. Tout simplement parce que ce n'est pas le tour des vivants, leur heure n'a pas sonné, donc l'entrée est interdite dans l'au-delà tant qu'on n'est pas décédé à son tour. Alors là, par contre, c'est un peintre. Alors, la tombe du peintre Ziem, en gisant. Et pourquoi ce lion? Parce que c'était un peintre spécialiste de vue de Venise. Donc ce lion représente effectivement le lion de Venise. Encore une fois, une sculpture, je dirais, à l'italienne, comme on en trouve à Gênes ou à Milan, avec une espèce de forme très expressionniste, et puis la symbolique de l'encre, qui est la symbolique chrétienne, montrant qu'on a enfin touché le port d'attache. La tombe d'Oscar Wilde, écrivain, homosexuel aussi, ce qui lui a causé beaucoup d'ennuis. Et la sculpture de Epstein a vu cette espèce d'ange volant se faire casser ses attributs virils, dit-on, par un groupe d'anglaises en furie. Et on raconte que cette paire de couilles aurait servi de presse-papier aux conservateurs du cimetière pendant quelques années, mais ça c'est sous toute réserve. Il y a quelques années aussi, il y a eu une manifestation pour commémorer Oscar Wilde. Un certain nombre d'Anglais étaient venus en costume de l'époque, et évidemment tout le monde, toutes les femmes pour le moins, avec plus de rouge à lèvres, se sont peints les lèvres pour embrasser la tombe d'Oscar Wilde, dont on voit que maintenant elle est absolument couverte de baisers.
Siehst du? Auch von unten. Ein bisschen.